Bonjour à tous, vous êtes chez MMA Propagande. Bienvenue dans ce premier épisode d'un nouveau concept consacré au matchmaking à la suite de la carte de samedi, la carte UFC, donc le Fight Night ayant opposé Cory Sandhagen contre Rob Font. Nous allons vous proposer de nouveaux opposants pour certains combattants de cette carte précédente et nous allons essayer de vous expliquer pourquoi, selon nous, ce matchmaking a du sens. Je suis aujourd'hui avec Shadowski qui a réalisé ces oppositions. Salut Shadowski. Salut Géry, ça va? Ça va bien et toi? Super, super. Hâte de vous présenter les oppositions que j'ai préparées. Bon là on fait semblant qu'on s'est jamais vu, mais il se trouve qu'on vient tout juste de tourner la vidéo et qu'elle n'a pas été sauvegardée pour une erreur technique. Donc nous Malheureusement. recommençons. Voilà. Donc nous allons commencer par Kyler Phillips. Donc Kyler Phillips qui a fait une très bonne perf. Tu vas nous rappeler contre qui et tu vas nous dire qui tu vois l'affronter dans un prochain combat. Donc c'est ça, Kyler Phillips qui sort d'une victoire à la décision contre Raoni Barcelos. Ceux qui connaissent Raoni Barcelos savent que c'est un combattant très compétent, juste en dehors du top 15 de la division de bantamweight de l'UFC, donc 62 kilos. Moi, je le vois combattre Jonathan Martinez pour son prochain combat. Jonathan Martinez qui est donc membre du top 15 et qui va affronter Adrian Yanez en octobre. Donc c'est assez proche. Et moi, ma logique derrière ça, c'est que je voulais récompenser Kyler Phillips en lui offrant un membre du top 15, de l'entrée du top 15. Euh, Jonathan Martinez est opposé à Adrian Yanez. Et moi je suis Team Yanez, mais selon les fans de Tapologie et les gens qui font les cotes, Jonathan Martinez a plus de chances de gagner. Donc j'ai mis Jonathan Martinez. Mais en gros, c'est le gagnant du combat Jonathan Martinez contre Adrian Yanez face à Kyler Phillips. Je pense que ce sera une très belle opposition. Profil de striker, même si Kyler Phillips mixe un petit peu à la lutte. Donc très 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 beau combat, possiblement un Fight of the Night quand il sera fait. Donc moi je le vois bien en début 2024. Début 2024, Kyler Phillips contre Jonathan Martinez. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la carrière de Kyler Phillips? Bah, elle est bonne, elle est plutôt positive, assez inconstant, mais il a déjà fait partie du top 15 d'ailleurs, quand il avait gagné son Guiadong. Mais c'est assez inconstant. J'espère qu'il va réussir voilà quoi, à choper plusieurs victoires d'affilée sans défaite, à choper son rythme. Donc moi je suis plutôt satisfait et je pense que c'est aussi bien pour l'UFC puisqu'il s'entraîne avec Sean O'Malley et c'est toujours bien pour l'UFC d'avoir un ami de Sean O'Malley dans le top 15. Ah, ça Ok. fait les deux amis dans le top 15 et Sean O'Malley c'est l'une des stars si ce n'est la star de cette division. Donc pour moi oui c'est positif ce qu'il montre en ce moment. D'accord. Et tu le vois aller jusqu'où? Je le vois potentiellement être aux portes du top 10, voire dans le bas du top 10, la place 8 à 10. Je pense que c'est son plafond. Ok. Bon, on va essayer d'enchaîner assez vite, donc on va passer au combattant suivant, Oui, qui est Diego Lopez, qui sort d'une grosse performance quand même. Et on lui a proposé un combat qui était peut-être un peu plus favorable que le premier qu'il a fait rentrer à l'UFC, c'est-à-dire le combat contre Evloev, oui. dans lequel il avait quand même montré de très belles choses et qu'il a su confirmer qu'il avait bien sa place à l'UFC. Qu'est-ce que tu proposes pour Diego Lopez? Oui. Alors, comme tu as dit, c'était un combat favorable, plus favorable qu'Evloev, mais je rappelle qu'Evloev est un membre du top 10. Euh, Gavin Tucker n'est quand même pas un adversaire facile, puisque je le rappelle, sur le classement Fight Matrix, avant sa période d'inactivité, il était classé 57e. C'est vraiment pas mal. Et donc, il a disposé de Gavin Tucker en même pas 2 minutes, voilà, par clé de bras. Donc, c'était une performance très impressionnante de la part de Diego Lopez, qui enchaîne les finishes au premier round. Donc, il en a 16 en carrière, si je ne m'abuse. Donc, pour moi, ma logique derrière ce choix, donc, qui est Billy Quarantillo, qui a aussi combattu sur la carte de samedi, c'est de propulser Diego Lopez le plus rapidement vers le top 15 et maximiser ses chances de le faire combattre pour la ceinture. Donc Ouais. là, il a battu quelqu'un qui était 57e, donc avant sa période d'inactivité.
Il a fait un combat très serré contre un membre confirmé du top 15, voire même top 10 en Movsar Evloev. Donc moi, je propose de lui donner le numéro 25 sur le classement Fight Matrix, Billy Quarantillo, qui sort d'un combat très disputé contre Damon Jackson, qui est aussi un très bon combattant de la catégorie des poids plumes. Donc je pense que si il venait à gagner Billy Quarantillo, il aurait directement un combat pour rentrer dans le top 15. Donc Ok. ça correspond parfaitement à ma logique pour la carrière de Diego Lopez. Faut dire aussi que Diego Lopez fait des combats très divertissants et Billy Q aussi. Donc le match-up pourrait faire des étincelles, je pense. Très très Voilà. belle, très belle opposition effectivement. Et comme le combat Kyler Phillips contre Jonathan Martinez, ça pourrait potentiellement être un fight of the night dans la carte où il sera. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que Diego Lopez est une des grosses surprises, des bonnes surprises parmi tous les combattants qui sont rentrés en short notice à l'UFC? Oui, clairement, sans l'ombre d'un doute. Pour moi, c'est vraiment une belle signature. C'est un finisseur très divertissant. Les fans apprécient, Dana White apprécie. Donc oui, c'est très positif comme signature. Ok, parfait. On passe au combat suivant, c'est Dustin Jacoby qui sort d'une grosse performance, un TKO round 1 contre Kennedy Nzechukwu. Exactement. Et tu lui proposes comme adversaire Alonzo Menifield. Est-ce que tu peux nous Exactement. expliquer pourquoi? Donc Alonzo Menifield qui a combattu, qui a vaincu donc au début du premier round par guillotine l'Australien Jimmy Crute en début juillet, il n'y a pas très longtemps. Alonzo Menifield a combattu en début août, c'est sensiblement au même moment, quoi. C'est un mois de différence, c'est pas beaucoup en MMA. Donc oui, vu que les deux ont combattu au même moment, qui sont côte à côte dans le top 15, il serait tout à fait logique de les opposer l'un à l'autre, surtout quand on prend en compte le fait qu'ils ont fini leur combat rapidement. Donc moi je vois bien Alonzo Menifield contre Dustin Jacoby avant la fin de cette année 2023, idéalement en novembre-décembre. Pour moi, c'est une belle opposition contre deux membres de l'entrée du top 15. Alonzo Menifield, de plus en plus complet, il mélange lutte et pied-point. Il a du KO power. On sait que les gens qui mélangent, ça pose problème à notre ami Dustin Jacoby. On l'a vu contre Maxime Grishin. C'était un combat plutôt compliqué, là où il s'est fait envoyer au tapis au premier round. Il a dû y aller à la dure, il a dû se battre pour gagner. Et là encore, plusieurs personnes pensaient qu'il avait perdu ce combat. Donc l'opposition m'intéresse particulièrement et c'est un bon combat entre deux membres du top 15. D'accord. Donc Oui, c'est aussi une façon de proposer de nouvelles difficultés à relever la Dustin Jacoby pour voir un peu ce qu'il a en lui. exactement. Puis c'est malheureux pour Dustin Jacoby puisqu'il était sur une bonne série jusqu'à présent. Mais malheureusement, elle a été arrêtée par Khalil Rountree. Un combat très serré. Beaucoup de gens pensaient que Dustin Jacoby avait fait assez pour gagner. Ok. Et voilà, on lui donne un combat quand même assez prenable. Alonso Menifield, il a les outils pour le gagner, je pense. Il a la maîtrise du pied-point, de la distance pour arriver à gérer un Alonso Menifield. Ok. Et tu penses quoi de l'évolution de sa carrière? Tu trouves ça encourageant? Bah, il a été freiné par la défaite contre Khalil Rountree, comme je l'ai mentionné. Mais c'est plutôt positif. Puis il est quand même assez vieux. Il a combattu quand même au Glory. Il a combattu un petit peu en kickboxing avant de venir au MMA. Et ce qu'il propose, je pense que c'est au-dessus des attentes. Enfin, ça va au-delà des attentes que ses coachs avaient pour lui, puisque il avait déjà été à l'UFC, il s'était fait couper. Puis il est Ouais. revenu par l'intermédiaire du Contender Series. Donc moi, je pense il a maximisé son potentiel en MMA. Ok, on passe au combat suivant. Donc cette fois-ci, c'est la gagnante du co-main event de samedi dernier. Tatiana Suarez, qui a battu au deuxième round Jessica Andrade, que tu vois affronter Chaonan Yan. Pourquoi? Exactement. Yan Xiaonan, parce que Yan Xiaonan a combattu donc, sur la carte Henry Cerudo contre Aljamain Sterling en mai, début mai, contre la même adversaire, Jessica Andrade, qu'elle a mis KO assez facilement au premier round. Euh, donc Tatiana Suarez aussi a gagné assez facilement sans prendre trop de dégâts. Donc il me semble logique d'opposer les deux
pour un combat éliminatoire pour le titre de la catégorie des poids paille, donc des femmes, dont Zhang Weili est la championne. Donc voilà. Tatiana Suarez va passer cinquième. Yan Xiaonan est troisième. Combat éliminatoire entre le troisième de la catégorie et le cinquième, ça me semble tout à fait logique. Surtout quand on prend en compte le fait que Rose Namajunas est en train de monter en poids mouche. Je ne sais pas si elle restera là-bas, mais en tout cas, elle tente sa chance dans la catégorie du dessus. Donc ça me semble logique. Voilà. Un combat éliminatoire pour le titre. La gagnante affronte la gagnante donc du combat Zhang Weili contre Amanda Lemos. Oh, ok. Donc là, Tatiana Suarez est revenue en strawweight. Elle a eu avant ça un combat contre Nina Núñez qu'elle a gagné à la décision pour retour dans la catégorie dessus. Et avant ça, elle a eu quand même beaucoup de problèmes de santé. Elle a été retardée pendant longtemps. Qu'est-ce que tu penses de son retour à l'UFC? Est-ce que tu trouves ça convaincant? Oui, très très convaincant même. On sent qu'elle est un cran au-dessus des autres combattantes en matière de lutte et de sol. Ouais. Maintenant, je mets en garde les gens par rapport à une potentielle opposition contre Zhang Weili, puisque Zhang Weili aussi a fait d'énormes progrès en lutte. On le voit de combat en combat, elle commence à être de plus en plus complète. Elle l'était déjà, mais là c'est encore plus flagrant. Donc moi je la vois quand même gagner contre le reste de la catégorie. Maintenant, Zhang Weili, ça reste quand même une combattante difficile à aborder pour elle, à mon sens. Mais on Ouais. verra bien. Je lui souhaite le meilleur. Son histoire est très belle. Et voilà. C'est le seul doute que j'ai par rapport à son retour. Non, c'est sûr qu'au niveau technique, en lutte, j'ai trouvé elle a proposé des très très belles choses et largement au-dessus de beaucoup de combattantes et aussi de certains combattants. C'est pas pour dire du mal des heavyweights, Ouais. mais voilà. Ah, Ok. t'es autorisé. Donc on passe au combat suivant. Rob Font, donc, qui a perdu le combat en main event contre Cory Sandhagen à la décision. Donc qui était là en short notice et Mm. qui a proposé une performance, on va dire, en demi-teinte, surtout parce qu'il était assez passif. Donc il a fait un combat très défensif et surtout, même s'il y a eu de très belles phases au sol, quand même, on va pas le cacher. Il a quand même essayé de bloquer le jeu pendant un moment. Tu proposes qu'il affronte Pedro Munoz. Alors pourquoi? Exactement, Pedro Munoz. Donc, comme on a pu le voir samedi, Rob Font n'a pas pris trop de dégâts, en tout cas pas autant que lors de ses combats précédents contre Marlon Vera et José Aldo. Donc, je ne parle pas du combat contre Adrian Yanez parce qu'il était trop expéditif, mais voilà, sur les 3-4 combats précédents, Rob Font a quand même pris pas mal de dégâts, cette fois-ci pas trop, contre notre ami Cory Sandhagen. Il a pris un petit peu du ground and pound, c'était un combat fatigant puisqu'il y avait beaucoup de phases de lutte, donc il aura besoin de se reposer. Mais la semaine prochaine, donc lors de la carte UFC 292, un autre bantamweight aura un combat probablement rugueux, difficile. C'est donc Pedro Munoz qui affronte Marlon Vera, donc sur un 3 rounds. On peut penser, sans trop prendre de risques, que le combat va aller à la décision et que ça sera une guerre. Donc moi je vois bien cette opposition Rob Font contre Pedro Munoz. Donc Pedro Munoz qui est actuellement top 10, Rob Font qui est 7ème mais qui va vraisemblablement passer 8ème mardi, ou peut-être rester 7ème, mais c'est quand même logique, 7ème contre 10ème. J'ai choisi de lui donner Pedro Munoz puisque c'est un vétéran comme lui. Ils ont le milieu trentaine, donc tous les deux. Je pense même que Pedro Munoz est plus proche de la quarantaine que Ouais. le milieu de la trentaine. Mais voilà, je propose de lui donner un vétéran pour le récompenser d'avoir pris le short notice contre Cory Sandhagen et d'avoir sauvé cette carte. Et aussi parce que le combat est intéressant. Voilà. Ouais. Ils s'étaient déjà affrontés. Pedro Munoz l'avait soumis, mais c'était il y a longtemps, donc c'est plus Mais trop frais. depuis Rob Font a quand même beaucoup progressé. Dans sa carrière, il a d'ailleurs su être là à des moments où on l'attendait pas forcément. Et effectivement, bon, là, on sent qu'il est un peu en fin de parcours quand même. Mais il y a quand même de bonnes choses à en tirer, je pense, Ouais, totalement. avant sa retraite. Totalement. Il a réussi à atteindre le top 5. Il a réussi à faire de beaux combats, de gagner de grands adversaires comme Marlon Moraes, comme
comme beaucoup d'autres. Donc, bonne carrière globalement. Et voilà. Je pense qu'il faut le récompenser en lui donnant Pedro Munoz, qui n'est pas un match-up facile pour lui, mais qui est quand même préférable à des Umar Nurmagomedov et compagnie, quoi. Ouais. C'est sûr. Parce que chez MMA Propagande, nous pensons que être top 10 d'une catégorie comme les bantamweight à l'UFC, c'est avoir réussi sa carrière en tant que combattant. Rob Font a atteint le top 5 aussi. C'est Ouais. important à mentionner. Il a atteint le top 5, donc pour moi, il a réussi sa carrière. C'est un combattant très apprécié. Les gens aiment beaucoup, donc carrière réussie globalement, à mon avis. Ok. Oui, bon, il faut aussi dire ce qu'il a. Il a pris ce short notice, c'était peut-être à une semaine de short notice. Une ou C'était deux, oui. vraiment un temps assez court. Et donc voilà, là, il a proposé le combat qu'il a pu en catchweight d'ailleurs contre Sandhagen. On espère voir un combat contre Pedro Munoz. C'est ça. On aborde maintenant le gagnant du main event de la soirée de samedi, Cory Sandhagen, que tu vois affronter le gagnant donc de la confrontation Sterling contre O'Malley. Donc le gagnant qui sera champion pour toi affrontera Cory Sandhagen, mais il y a un bémol. Oui. Quel est-il? Ce bémol, c'est que si Sean O'Malley venait à gagner Aljamain Sterling la semaine prochaine, je vois plutôt Merab Devlashvili avoir le title shot. Ça serait plus logique. Parce que, en soi, la seule chose qui empêche Merab Devlashvili Dvalashvili, pardon, d'avoir son title shot, c'est le fait qu'il soit ami avec Aljamain Sterling et qu'ils veulent pas se combattre les deux. Donc, en cas de victoire d'Aljamain Sterling, Cory Sandhagen va devoir attendre. Mais voilà, si Aljamain Sterling gagne, je pense que c'est le moment de faire la revanche. Euh, après 30 UFC numérotés, ou 40 même, puisqu'il s'était combattu à l'UFC 250 ou 251. Donc je pense qu'il est temps. Je pense qu'il est temps. Je pense que le combat sera un peu différent qu'avant, puisque Cory Sandhagen a montré des progrès en lutte et au sol. Donc je pense que le combat est différent et que les fans de Sandhagen et les parieurs seront rassurés par rapport à une éventuelle opposition contre Aljamain Sterling. Euh, de quelques facteurs à prendre en compte aussi, c'est le fait que Cory Sandhagen se soit blessé au coude et qu'il va vraisemblablement être absent pendant 6 mois. Tu sais ce que c'est comme blessure ou ça n'a pas Euh, été communiqué? je sais, j'ai pas le nom exact. J'ai pas vu l'interview avec Ariel Elwani, mais ça avait l'air moche en vidéo. Dans la Ah vidéo oui. qu'il a montré, ça avait l'air assez violent. Donc c'est ça. Et aussi, comme vous le savez, Dana White fait partie des matchmakers de l'UFC. Il n'est pas matchmaker, mais je pense qu'il a Il son a mot une à grosse dire. influence. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, un petit mot sur ça. Pendant le combat, bon, qui était un combat surtout au sol, de grappling assez technique, qui a déplu à pas mal de fans qui espéraient de la bagarre debout, comme Cory Sandhagen a pu en proposer pas mal dans sa carrière. Dana White, qui était là, est parti au quatrième round, apparemment parce que le style du combat ne lui a pas du tout plu. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact sur la suite de la carrière de Cory Sandhagen? Oui, 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 certainement. Bah, on sait que quand Dana White n'est pas content d'une performance d'un combattant, il le fait combattre contre un bourbier derrière. Tu vois. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde en bantamweight qui soit un bourbier pour Cory Sandhagen, honnêtement. Et puis même lui n'a pas peur. Même lui n'a pas peur. J'en vois un quand même. Merab, je pense que c'est un cadeau pour personne. Merab, oui, éventuellement, pourquoi pas. Mais Merab, je pense, si Sandhagen ne combat pas pendant 6 mois, Merab reviendra avant, à mon avis. Ouais. Même si lui aussi est blessé, il me semble. Je sais plus où, mais il est blessé lui aussi. Donc pourquoi pas, hein. Tu viens de donner une bonne idée, une belle idée à Dan. Oui. Si, J'espère si, pas. S'il regarde MMA Propagande, ça m'étonnerait pas qu'il nous sort un petit Merab contre Cory Sandhagen. On verra bien. Donc voilà, s'il le fait, ce sera clairement une Ouais. punition. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du changement de stylistique de Cory Sandhagen? Donc jusque-là, il faisait beaucoup de guerre debout, tout dans l'agressivité, tout pour le finish, Travail au donc corps. travail au Travail au corps. corps.
Même quand c'était au sol pour les soumissions, c'était des trucs, des soumissions très opportunistes, sorties de nulle part généralement. C'est ça. La tendance qu'il avait, c'était de prendre pas mal de risques en cherchant le finish à tout prix. Ouais. Et là, depuis quelques combats, depuis le combat contre Song Yadong, on voit qu'il a beaucoup plus travaillé sa lutte, qu'il a su vraiment exprimer de manière dominante contre Vera, et qu'il a encore exprimé ce samedi contre Rob Font. Est-ce que tu penses que ce qui faisait de lui un favori des fans est un peu en train de se diluer? Bah, je pense effectivement que sa cote a baissé auprès des fans et de Dana White du coup. Mais c'est bien pour lui. Cette nouvelle approche, elle est bien pour lui parce il a vraisemblablement sécurisé un title shot, ce qui n'était pas le cas avant. À chaque fois, il passait à rien, tu vois, du title shot. Contre, s'il avait gagné, par exemple, contre Aljamain Sterling il y a 3-4 ans, il aurait eu un title shot. Contre Dillashaw aussi, c'était serré. Il aurait pu gagner, mais au final, non, et il a raté son title shot. Contre Peter Yan, ceinture intérimaire, il rate d'un round. Peut-être s'il gagne un autre round, il a son title shot. Après un combat Euh, incroyable d'ailleurs, techniquement, Exactement, ouais. debout, un de Bah, mes combats préférés all time. c'est ça. C'est ça. C'est les combats du One, là, en pied-point, mais au MMA. En MMA. Je pense qu'il a réalisé qu'il passait à rien des title shots à chaque fois et Ouais. qu'il a décidé de la jouer plus safe. Plus safe, de mélanger plus et aussi d'être plus complet. D'être plus complet, comme ça, il a des armes pour combattre les grappleurs en haut, tu vois, les Merab, les Sterling, tout ça. Oui, je pense que même si C'est certains sont déçus du changement stylistique, on peut pas vraiment lui en vouloir de faire ces choix-là parce qu'il semble logique pour un combattant d'essayer d'être plus complet, plus polyvalent. c'est ça. Et bon, C'est pas les light heavyweight, hein. Le c'est haut des ça. light heavyweight, c'est beaucoup de strikers. En bantamweight, il y a beaucoup de grappleurs en haut. Rien que là, je vois le top 3, tu as Aljamain Sterling, Merab Dvalishvili, tu as Sean O'Malley, mais après, tu as Henry Cejudo. Tu vois. Ouais. Donc déjà, tu as 3 grappleurs dans le haut de la KT. Donc voilà, quoi, faut avoir les armes pour s'opposer à eux. Et je pense que Cory Sandhagen va sur la bonne direction. Ouais. Et qu'on le veuille ou non, ben, ça gagne des combats de faire ça. Exactement. 3 victoires d'affilée, ça faisait un moment qu'il les avait pas eu. À chaque fois, ça bloquait. Ouais. Ok, on en a fini avec cette carte. Je pense Oui. que ça va, Shadowski? Parfait, je pense qu'on a fait le tour. C'était bien, j'ai bien aimé le concept. J'espère que vous aussi vous avez bien aimé ce concept. Donc c'était un concept sur les matchmaking que nous voyons. Il n'y a rien d'officiel. D'ailleurs, ce concept a été habilement nommé MMA Matchmaking par les gens de MMA Propagande. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like, parce qu'apparemment c'est très important de dire ça sur YouTube, sinon on disparaît. Et nous nous reverrons bientôt pour une prochaine vidéo. Et à la prochaine. À la prochaine.